Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée au numéro 9 et on va essayer de comprendre comment ça se fait que les prix ont autant flambé. Parce que là, durant ce mercato, selon moi, on a encore une fois passé un cap. Au niveau des prix, ça devient n'importe quoi et on voit que les clubs dépensent d'énormes sommes d'argent sur des joueurs qui ne sont même pas confirmés. On parle là vraiment de petites promesses et pourtant les sommes sont équivalentes à des joueurs qui devraient déjà être à leur prime durant leur carrière en temps normal. Donc on va essayer de comprendre cette inflation qui est assez dingue et déjà commençons par donner quelques exemples. Højlund est un cas très récent, il a signé du côté de Manchester United pour 85 millions d'euros. Pour ceux qui ne savent pas, il a joué seulement une saison du côté d'Atalanta Bergame et il a mis 9 buts en 32 matchs de Serie A. Donc c'est assez surprenant, mais c'est pas le seul. La saison passée, on a aussi eu Darwin Nunez qui a signé pour 100 millions d'euros, bonus compris du côté de Liverpool. Ça, c'était quand même assez dingue. Ensuite, on a eu aussi un autre joueur, format Benfica, Gonzalo Ramos, qui a signé là pour le Paris Saint-Germain pour 80 millions d'euros. Au moment où je parle, c'est pas encore officiel, mais Fabrizio Romano annonce que ça va se faire et ça ne m'étonnerait pas dans tous les cas évidemment. Et puis il y a aussi Vitor Roque du côté du Barça, un joueur de seulement 18 ans qui joue au Brésil, qui est vu comme un gros potentiel et pourtant le club a déboursé 30 millions d'euros plus 30 de bonus qui peuvent être atteignables. Alors évidemment, ces bonus, ils ne sont pas non plus si simples que ça à être atteints, mais on verra comment ça va se passer. Dans tous les cas, c'est quand même une grosse somme d'argent pour un jeune joueur qui n'a pas véritablement encore commencé sa carrière. Maintenant là, j'ai parlé que de gros clubs. Mais ce qui me surprend le plus, et ce qui montre bien à quel point le marché des numéros 9 est devenu assez fou, c'est que même des clubs plus intermédiaires, des clubs qui font du trading, ou en tout cas des clubs qui visent à faire des plus-values sur leurs transferts, mettent eux aussi de grosses sommes d'argent pour récupérer des numéros 9. On peut parler du RB Leipzig avec Luis Oponta qui signe donc pour 47 millions d'euros. On peut aussi parler de Terem Moffi qui signe à Nice pour 22,5 millions d'euros et de Vitinha qui signe à l'OM pour 32 millions d'euros. Là, c'est vraiment choquant par rapport à lui parce qu'il n'a même pas joué une seule saison complète du côté de Braga. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a joué au total moins de 50 matchs au Portugal et pourtant il signe pour 32 millions d'euros à Marseille. C'est quand même assez fou. Maintenant que j'ai posé les bases, on va parler de quelques petits points. En tout cas, je vais vous donner ma façon de voir les choses et essayer de vous expliquer pourquoi, selon moi, on a de tels prix. Alors déjà, le premier point concerne les statistiques. C'est très important d'en parler parce que déjà, aux yeux des gens, les statistiques sont devenues trop importantes et on ne parle quasiment qu'avec des stats pour prouver des arguments. Mais c'est pas que au niveau des gens, c'est aussi par rapport à la FIFA, par rapport au football en général, c'est devenu très sérieux. Regardez par exemple les critères du Ballon d'Or. Au numéro 3, il y a tout simplement les statistiques. Et c'est devenu très important pour obtenir le plus gros trophée individuel dans ce sport. C'est-à-dire qu'on regarde les buts et les passes D principalement, évidemment. Maintenant, ce que j'aimerais dire, c'est que pour un numéro 9, selon moi, les stats sont très importantes. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais le rôle principal d'un numéro 9, ça reste toujours de marquer un maximum de buts. Alors évidemment que si dans l'équipe, il y a un ailier qui marque beaucoup de buts ou un milieu, des fois il y a des joueurs comme ça qui font vraiment la différence, peut-être que le 9 a un rôle différent, mais dans la globalité, il doit marquer ses buts. Donc c'est pour ça que personnellement aussi, de base, j'aime pas les stats, mais pour un numéro 9, je regarde quand même. Et puis ce qu'il faut prendre en compte aussi, si on parle de manière plus rationnelle, c'est sûr et certain que si tu es un joueur qui t'assure, on va dire, 30 à 40 buts par saison, ou même une vingtaine, ça fait toujours beaucoup de bien à l'équipe et ça t'assure beaucoup de points déjà par rapport à ton championnat. Si tu as un 9 aussi prolifique, tu sais très bien que rien qu'avec son apport, tu vas pouvoir faire une saison un minimum correct par rapport à ton placement. Et ça intéresse beaucoup de clubs qui n'ont pas beaucoup de certitude par rapport à leur coach, par rapport à l'effectif. Donc si tu peux aller chercher ça avec le numéro 9, ça t'allège d'un énorme poids. Et par rapport à ça, les stats sont très importants. Donc aujourd'hui, quand un 9 fait des stats, c'est directement bien vu. Maintenant, le truc, c'est qu'il faut aussi toujours regarder l'environnement. Déjà, c'est sûr que si tu mets 30 buts en Bundesliga ou si tu mets 30 buts en Première Ligue, il y a un monde d'écart entre les deux. Et puis, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il faut toujours regarder aussi le rôle qu'il a dans son équipe, même par rapport, on va dire, à la pression. Est-ce qu'il peut la gérer aussi bien dans le club qu'il est actuellement que dans un plus gros club? Il y a plein de questions à prendre en compte et c'est bête de simplement s'arrêter sur les stats actuelles qui ne veulent pas non plus toujours dire grand-chose parce qu'un 9, on regarde ses buts, ok, mais il y a quand même une contribution au jeu qui est très importante et évidemment que son rôle
ne s'arrête pas uniquement au but. Maintenant, on va passer à un autre point qui me paraît très important et que j'aime beaucoup en parler tout simplement, c'est le fait est que le poste de numéro 9 est peut-être le seul poste inchangé dans le football moderne. Alors je m'explique par rapport à ça. Comme vous le savez, le football a beaucoup évolué et maintenant ce qu'on demande aux joueurs poste par poste est très différent parce que tactiquement, ça a beaucoup évolué. Alors je parle toujours du fait est que pour moi, la génération actuelle des joueurs est beaucoup moins talentueuse que les précédentes, mais en tout cas tactiquement, je pense personnellement que le football a beaucoup évolué. Et quand on regarde que ce soit le gardien à qui on demande véritablement une contribution au jeu, pas dans toutes les équipes, mais quand même dans pas mal de gros clubs. Ensuite, en défense centrale, on voit que maintenant, c'est devenu récurrent de les voir jouer même au poste de latéral, des fois au milieu de terrain chez un certain coach. Après, on regarde par rapport au poste de latéral, on sait qu'il peut devenir un ailier, il peut devenir un autre milieu de terrain, il peut avoir un rôle très hybride. Et puis au niveau des milieux, on leur demande de plus en plus de choses. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de milieux aussi très offensifs. Donc ça change beaucoup. Les ailiers, ben, on voit qu'au final, il n'y a plus vraiment énormément d'ailiers à l'ancienne qui sont très virevoltants, qui sont forts en un contre un, etc. On voit plus des ailiers qui vont apporter dans la création, qui vont rentrer dans le jeu, etc. Mais par contre, le poste de numéro 9, lui, n'a pas énormément bougé. Alors évidemment qu'un numéro 9 peut avoir beaucoup de styles différents. On va dire qu'il y a des numéros 9 qui aiment beaucoup prendre la profondeur et ça correspond au style d'équipe qui joue en transition. Il y a d'autres de numéro 9 qui sont plus dans le style pivot et là c'est peut-être mieux pour les équipes qui aiment avoir le ballon. Enfin là je dis les classiques, vous avez compris dans l'idée, il y a plusieurs types de numéro 9 en termes de profil, ça c'est logique, mais dans la globalité, toute équipe a besoin d'un numéro 9 qui va mettre son quota de but, qui va t'apporter une présence dans la surface. Et pour moi, l'exemple parfait par rapport à ça, c'est Manchester City avec Erling Haaland. On a vu que Guardiola a tout tenté par rapport à son poste de numéro 9. Alors moi, je suis pas trop d'accord avec les gens qui disent que Haaland était vraiment le joueur qui manquait et que c'est grâce à lui que City a gagné avec des champions et que sans lui, il n'aurait pas pu y arriver, etc. Pour moi, c'est un peu exagéré quand les gens disent ça. Mais en tout cas, ce qu'on a vu, c'est que malgré tout ce que Guardiola a testé, bah, c'est vrai que l'apport d'un pur numéro 9 a beaucoup aidé son équipe et ça marche très bien dans le collectif. Donc voilà, on voit que le numéro 9 aujourd'hui est vraiment mis en avant et que tous les clubs cherchent un gars qui est capable de mettre un certain nombre de buts et qui est donc présent pour alléger le poids des autres joueurs dans son équipe qui va faire, on va dire, un peu le sale boulot. Et par rapport à ça, ben, ça c'est très important de le prendre en compte et c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, tu n'as pas de mal à investir sur un numéro 9 parce que tu sais que dans tous les cas, ton équipe en aura besoin. Alors que des ailiers, des milieux, etc., il y a tellement de profils différents que tu pourrais cibler que c'est plus compliqué. Et en soi, tu ne sais pas réellement toujours qu'est-ce que ton équipe a besoin. Parce qu'il faut partir du principe que la grande majorité des clubs ne travaillent pas forcément bien, n'ont pas forcément un très bon scouting, un très bon staff qui arrive à repérer exactement les besoins de l'équipe, etc. Donc, c'est sûr que ce n'est pas non plus facile de cibler parfaitement. Par rapport à ça, ils vont prendre un numéro 9 parce que c'est peut-être plus simple. Comme je l'ai dit, il y a plusieurs profils de numéro 9, mais dans la globalité, tu peux toujours t'en sortir avec un 9. S'il met ce quota de but, pour pas mal de clubs, c'est suffisant. Donc voilà, moi je vous donnais un petit peu ma façon de voir les choses. Alors je ne pense pas avoir véritablement répondu à la question du titre, mais j'ai essayé de me rapprocher un maximum de la réponse, comme d'habitude, et je vous invite surtout dans les commentaires à donner vos avis et à me dire tout simplement quelle est pour vous la raison pour laquelle le marché des numéros 9 a eu une telle inflation et arrive à avoir des prix aussi fous. Donc voilà, je laisse là-dessus, sinon moi je vous dis peace.